Donc la République montagnarde et la terreur de juin 1793 à juillet 1794. D'abord l'arrestation des Girondins et le début de la Convention montagnarde. Donc les Girondins dominent la Convention et dirigent la République. Or à Paris, pendant cette période, les sans-culottes exigent des mesures énergiques pour défendre cette République, qui est menacée, je le rappelle, à l'extérieur par une convention de plusieurs pays contre la République française, et à l'intérieur avec le soulèvement des Vendéens, royalistes. Alors les sans-culottes obligent donc la Convention à faire arrêter des Girondins, les chefs des Girondins, le 2 juin 1793, Girondins qui sont accusés de ne pas avoir adopté les mesures assez fermes pour faire face aux ennemis de la Révolution. Alors, chez ces Girondins, on va trouver notamment Brissot, qui est l'un des grands chefs, et Jean-Marie Rollin. Le pouvoir va tomber alors aux mains des montagnards, qui sont, je vous rappelle, les députés les plus à gauche de la Convention. Cependant, cette élimination des Girondins va aggraver la situation à l'intérieur, puisqu'on va avoir une révolte, un soulèvement d'une partie des départements qui restent fidèles aux députés girondins. Ces soulèvements, on les nomme la révolte fédéraliste. Donc la révolte fédéraliste, c'est le fait que à l'intérieur du territoire français, on va avoir de nouvelles régions qui vont se soulever, en plus des régions qui se sont soulevées parce qu'ils sont royalistes, comme les Chouans, les Vendéens en particulier. On va avoir les fédéralistes, donc notamment en Normandie, et puis évidemment dans le sud-ouest de la France, puisque la Gironde c'est le département donc de Bordeaux, et dans le Midi, le sud de la France, avec donc notamment la région de Marseille. Donc menace à l'extérieur, menace à l'intérieur qui s'aggrave, la situation devient grave, vraiment. La France est confrontée à une guerre civile, en plus de cette guerre extérieure. Les montagnards vont donc opter pour une politique extrêmement radicale pour défendre la République. On nomme cette politique la terreur. Alors effectivement, les montagnards, la Convention montagnarde met la terreur à l'ordre du jour pour faire face aux dangers extérieurs et intérieurs. La Convention suspend la Constitution et les élections jusqu'au retour de la paix, c'est-à-dire on rentre dans une période d'exception, mais l'Assemblée siège toujours, et pour plus d'efficacité, elle confie le gouvernement, l'exécutif, à un comité de salut public. Alors, ce comité de salut public, le voici. Donc, je vous montre la structure. On est toujours sous l'époque de la Convention. Les Girondins ont été exclus. Les montagnards dominent désormais la Convention, dirigent le pays, et donc optent pour un gouvernement d'exception, gouvernement exceptionnel en raison des circonstances exceptionnelles, et va nommer un comité de salut public. Donc le comité de salut public, c'est un ensemble de personnes qui sont des montagnards, qui sont une bonne dizaine. Alors la composition, elle évolue au cours de la période. Alors on associe toujours le comité de salut public à Robespierre. En réalité, Robespierre a effectivement été à la tête du comité de salut public, mais d'abord il l'a pas été dès le départ. Et surtout, il n'est pas le seul. On parle de la dictature de Robespierre, c'est un abus. En réalité, c'est pas la dictature de Robespierre, c'est bien la dictature du comité de salut public, et qui n'est pas un coup d'État. C'est bien légitime, en fait, une mise en place d'un gouvernement exceptionnel de façon tout à fait légale. Alors, ça fait référence, en fait, aux époques romaines et à la République romaine en particulier,
où il est possible, pour une période donnée, de mettre en place une dictature parce qu'il y a de grands dangers. En fait, les révolutionnaires de 1793 vont reprendre ce type de dispositif. Alors, les comités de salut public, on trouve Robespierre, on trouve aussi Saint-Just, on trouve Carnot, on trouve Collot d'Herbois, on trouve Couthon, qui est important parce que il va faire prendre un décret qui va durcir la justice révolutionnaire, Billaud-Varenne, etc. Donc, ce comité de salut public a une émanation dans les départements et dans l'armée. Et la Convention nationale, en parallèle, va nommer également le comité de sûreté générale, qui lui fait passer des accusés devant l'autre institution qui est emblématique de la terreur, qui est le tribunal révolutionnaire. Alors, le tribunal révolutionnaire, de la même manière, on met en place une justice d'exception, et elle va juger en fait des suspects politiques. Donc, tous ceux qui sont suspectés, par la loi des suspects, d'être des ennemis de la Révolution de la République. Alors, la caractéristique de cette loi des suspects, c'est qu'elle est extrêmement large, la définition de l'ennemi est extrêmement large, elle va pouvoir un peu désigner un peu tout le monde peut être suspecté. Et cette politique de justice révolutionnaire va se durcir à partir d'un décret qu'on appelle le décret du 22 prairial, et qui va entraîner un très fort durcissement, parce qu'à ce moment-là, les accusés n'auront plus le droit à la défense, alors que dans la période précédente, ils avaient le droit à un avocat, et surtout, le tribunal ne peut plus prononcer que 2 sentences, ou bien l'acquittement, ou bien la mort, l'exécution capitale. Alors qu'auparavant, il y avait des peines de prison, notamment, qui avaient été prononcées. Donc la terreur, un comité de salut public et le tribunal révolutionnaire. Un certain nombre de mesures exceptionnelles sont prises par la terreur, notamment pour défendre donc le territoire. La levée en masse, donc c'est un recrutement massif de soldats qui va permettre d'en recruter jusqu'à plus d'1 million en août. La loi des suspects dont j'ai déjà parlé. Une politique importante de déchristianisation. Et enfin, un prix maximum qui est réclamé par les sans-culottes pour les produits de première nécessité. On est toujours en période de crise économique, d'autant plus aggravée par la guerre extérieure et intérieure, la guerre civile et la guerre à l'extérieur. Donc, les produits de première nécessité coûtent très cher, et donc le prix maximum, c'est le fait qu'on fixe un maximum pour le pain, par exemple. Alors, la déchristianisation, elle va prendre plusieurs aspects. Et le plus emblématique, c'est le calendrier révolutionnaire. Donc je vous présente là un calendrier révolutionnaire qui est un document authentique, et qui est intéressant parce qu'il permet de voir, vous voyez, la correspondance entre le nouveau calendrier révolutionnaire ici et l'ancien calendrier, enfin le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier chrétien. Donc on va renommer, les révolutionnaires vont renommer les mois de l'année et les jours selon un principe, donc un système d'abord basé sur une base 10, c'est-à-dire il y a plus 7 jours dans la semaine, mais il y a 10 jours. C'est plus une semaine de 7 jours. Vous voyez, primi, duodie jusqu'à décadie, et on recommence. Donc en fait beaucoup inspiré de l'époque antique, et le nom des mois qui va se fonder sur les saisons et une inspiration agricole et rurale. Donc on va avoir par exemple pour l'automne,
L'automne, ça va être 3 mois de l'année. Vendémiaire, donc le mois du vent. Brumaire, le mois de la brume. Et frimaire, le mois des frimas, des grands froids. Nivose, pluviose, etc. Et là, par exemple, juin, c'est floréal, la période où il y a les floraisons. Et donc ça, c'est un document qui date de 1796, parce que le calendrier révolutionnaire, il va donc on va compter à partir de l'an 1 de la République, donc à partir de la proclamation de la République. Et il va se poursuivre, enfin il va être mis en place en 1793, octobre 1793, jusqu'en 1806, donc bien au-delà de la Terreur. Alors le bilan de la Terreur. En termes humains, le bilan du gouvernement révolutionnaire est assez lourd. Alors à Paris, le tribunal révolutionnaire, entre la mise en place du tribunal révolutionnaire et l'arrestation de Robespierre en juillet 94, on a 2500 condamnations à mort sur 4000 jugements. C'est assez conséquent, et surtout sur la période, sur les dernières semaines. Alors à chaque fois, ce sont des... Donc là c'est juste pour Paris. Et s'ajoute à ces condamnations à mort 100 000 victimes de la guerre civile en Vendée. Pour autant, les mesures dictatoriales du gouvernement révolutionnaire ont permis de sauver la République. Dès 1794, la République est victorieuse sur tous les fronts. Les armées ennemies sont repoussées hors des frontières, et l'ordre est rétabli dans les départements, c'est-à-dire que la révolte fédéraliste est écrasée, ainsi que le soulèvement des Vendéens. Face à cela, donc, quoi faire? Les montagnards vont se diviser, c'est le petit 3, sur la marche à suivre. Les indulgents et les dantonistes, eux, veulent arrêter la terreur, puisque elle n'est plus nécessaire, alors que les enragés et les hébertistes, eux, sont très radicaux, ils veulent la poursuivre jusqu'à avoir fait disparaître tous les ennemis de la Révolution. Alors à ce moment-là, Robespierre, qui effectivement domine le comité de salut public à ce moment-là, va considérer qu'il faut rester uni. Donc il va faire éliminer les indulgents en mars 94, puis les hébertistes. Non, pardon, il va faire d'abord éliminer les enragés, puis les indulgents. Et donc les robespierristes et Robespierre sont les seuls maîtres à bord. À ce moment-là, il y a une partie importante des députés de la plaine qui vont prendre peur et qui craignent que Robespierre mette en place une dictature personnelle, où il serait seul à exercer le pouvoir, après avoir éliminé tout le monde. Donc la Convention décrète l'arrestation des robespierristes le 27 juillet 1794, 9 thermidors en 2 selon le calendrier révolutionnaire, qui sont exécutés dès le lendemain. Et dès ce moment-là, va être mise en place la mémoire noire de la terreur, avec les ennemis de Robespierre qui vont populariser l'appellation de la terreur pour désigner péjorativement et pour condamner la politique des montagnards et toute la période pendant laquelle ils ont été au pouvoir, c'est-à-dire juin 93, juillet 94. Cette gravure montre bien cette image qui est accolée à la terreur, donc gouvernement de Robespierre, tout le monde a été exécuté, donc c'est le bourreau qui se guillotine lui-même. Et on voit ici les différentes catégories de population, de personnes qui ont été éliminées, donc le peuple avec le plus gros tas et le bonnet phrygien qu'on peut voir ici, le clergé, la noblesse, le parlement. Donc ça c'est les membres de l'ancien régime, mais également les modérés, ceux qui ont fait la révolution, donc avec la Convention, la Constituante, mais ceci étant faux puisque la Constituante n'ont pas été éliminés par la terreur.